Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce dimanche, parce qu'aujourd'hui on va encore parler de Donald Trump. Alors pas exactement, on va surtout parler de Bitcoin et de Donald Trump, et surtout ce qui est en train de se passer dans le fond de la salle, sans qu'on se rende compte réellement de ce qui est en train réellement de se passer. Alors ça parle de Bitcoin, ça parle d'or, et ça parle aussi de manipulation, de ce qui se passe au niveau des marchés financiers. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais clairement le marché financier est dans le rouge, et on a ici une lutte entre Trump et Jérôme Powell. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais il y a des choses qui sont très importantes. C'est qu'on a une peur généralisée sur le marché. Moi, ça me rappelle exactement la peur qu'on avait eue à l'époque de SVB. Alors, SVB, peut-être ça ne vous parle pas, mais c'est Silicon Valley Bank. Et ça a été une des banques, la première banque, en 2023, à faire défaut suite, soi-disant, à la crypto. Donc, ici, nous avons cette banque-là qui a fait défaut, peur magistrale qui a eu lieu d'un défaut de multiples banques, nous avons eu ensuite Signature Bank, pour ensuite découvrir que c'était tout simplement une opération choke point, c'est-à-dire le fait de bloquer la crypto par rapport au reste de l'économie. Mais ça a eu un effet de panique générale sur la solvabilité du dollar et sur la solvabilité des banques. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? On a eu un BTC qui a décoller. Et là, on se retrouve un petit peu dans quelque chose qui est similaire sans être totalement similaire. On a eu un écrasement total au niveau du Nasdaq pendant que BTC décolle. Là, c'est toujours cet indice qu'il faut surveiller, BTC USDT divisé par Nasdaq 100, qui nous donne si oui ou non le BTC est en surperformance par rapport au Nasdaq. Et là, c'est le cas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ce type de bougie-là est la représentation du type de bougie qu'on a eu le 4 novembre 2024, le 11 novembre 2024, là où BTC décollait, passé de 70 000 à 100 000. Ça, c'est le type de bougie qu'on a vécu là. Sauf que, à l'inverse, ce n'est pas dans une accélération de BTC, mais c'est dans une décélération, dans une chute, ici qu'on a pu retrouver au niveau du Nasdaq. Et c'est très intéressant parce que ce typologie, justement, de chute, on va les retrouver aussi en mars. D'accord? Cette bougie-là, ce sont des bougies que l'on a retrouvées, justement, suite à une chute du marché traditionnel et que BTC a tenu. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé par la suite durant cette chute de SVB? Parce que oui, on est à peu près dans cette zone-là. On a eu ensuite, ici, une respiration du marché, on a eu le Nasdaq qui a repris des forces, le S&P 500 qui a repris des forces, et ensuite, on est reparti tranquillement pendant que BTC est resté tranquillement en train de végéter. Et ça, c'est important de le retenir. Pour moi, je pense que c'est un des scénarios qui est envisageable, mais c'est pas celui-là que je vais vous donner. C'est pas ce scénario ici que je vais vous donner. C'est la représentation de ce qui se passe. Pourquoi BTC tient? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas justement l'or, bien que l'or lui-même a quand même bien anticipé et a quand même bien tenu. Et c'est là où je me dis que même le dollar est en train de chuter, de maintenir des niveaux au-dessus des 102 points, mais ça reste quand même relativement faible. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui commencent à arriver petit à petit qu'on oublie de les regarder? Parce que BTC a décroché, parce que BTC s'est enfoncé. Si on regarde ce qui s'est passé dernièrement, c'est sûr que Bitcoin est passé ici de 110 000 $ à quasiment 76 000 au plus bas. Et donc ça nous fait oublier certaines choses qui sont arrivées. Parce que oui, Donald Trump, c'est pas que les taxes douanières. Les taxes douanières n'existaient pas en 2023, c'était pas Donald Trump. Donald Trump, il reste quand même pro-crypto, avec tout ce qui s'est passé, la réserve, etc., etc. Ah oui, pourquoi j'ai etc. C'est parce que c'est la représentation que les gens ont. Ils ont quelque chose qui est vraiment purement émotif, d'éloigner la réalité de ce qui s'est réellement passé, et de voir les petits points qui ont eu lieu. Et je pense que c'est important de remettre quelque chose de fort dessus. Quand on a notamment le secrétaire au Trésor américain qui dit que Bitcoin est une valeur, est une réserve de valeur, ça date du 4 avril 2025. 4 avril 2025, là où BTC a surperformé le Nasdaq. On retourne ici. Le BTC a surperformé le Nasdaq. Le BTC a tenu à performer 1%, 2% les jours où le Nasdaq et le S&P 500 faisaient du moins 5%. C'est quelque chose qui est tellement rare qu'il est important de le souligner. Et là, c'est pas n'importe qui, c'est le secrétaire au Trésor américain. Alors, est-ce que ça suffit pour expliquer là où je vous amène? Parce que peut-être vous commencez à le voir, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me permettra de voir si vous avez vraiment suivi et que vous comprenez là où j'essaie de vous amener. C'est que ce n'est pas le seul cas. Le 204, pas éternel, l'hégémonie du dollar américain menacée par le Bitcoin. Qui est cette personne? Cette personne, c'est Larry Fink, président de BlackRock,
Quelqu'un qui, depuis le lancement de ces ETF, devient le porte-parole vraiment de Bitcoin, déjà depuis un certain temps. Et là, ça renforce l'idée générale, l'idée mondiale, l'idée américaine, que oui, le Bitcoin peut être quelque chose de plus qu'il n'est actuellement, plus qu'un actif à risque, qui s'est fait pricer en amont de la chute du Nasdaq, oui, mais qui n'est peut-être plus justement un actif à risque pur et dur. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire voir avec Larry Fink, qui explique pourquoi le dollar pourrait perdre justement du terrain face aux cryptos, surtout BTC, et que c'est quelque chose qui continue à faire son petit bout de chemin. On va retrouver les États-Unis qui sont prêts à acheter 200 milliards de dollars en Bitcoin, la plus grosse opération de l'histoire. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation de la création d'un BitBounce, qui serait un bon lié au Bitcoin, qui serait rémunéré à 1%, et 10% de ce BitBounce irait justement à acheter du BTC. L'objectif étant d'arriver à 200 milliards de dollars. Mais pourquoi? Pourquoi, justement, cette représentation? Pourquoi j'en parle maintenant? Pourquoi ces actions sont faites alors que Bitcoin est en train de s'écraser, alors que, justement, on attendait tellement de Donald Trump et qu'il s'est strictement rien passé? Et c'est là où il y a la beauté de la chose, c'est que quand on retire le côté émotif, le côté frustration, le côté attente qu'on avait très fort sur l'arrivée de Donald Trump, le côté fort des taxes douanières qui ont impacté la macroéconomie certes, mais qui n'ont pas impacté justement BTC. Alors que déjà depuis un certain temps, nous notamment Robert F. Kennedy Jr., qui était candidat à la présidence et qui fait partie maintenant de l'administration américaine, alors pas sur le pôle de l'économie, on est d'accord, voulait backer ici le dollar avec des obligations et des hard assets comme par exemple le Bitcoin. Et ça date, c'est pas tout jeune, ça date du 19 juillet 2023, donc c'est quelque chose qui existait déjà avant. Et quand on va un petit peu plus loin et qu'on regarde la représentation qu'on avait de la possibilité de weaponiser, donc c'est-à-dire de transformer le dollar en tant qu'arme par rapport à Bitcoin, en transférant justement la valeur de BTC dans le dollar et en backant ce dollar, pour être vraiment intéressant. C'est quelque chose qui a déjà existé comme représentation, c'est quelque chose qui est déjà en tête de nombreuses personnes qui sont pro-Bitcoin, pro-crypto, et qui sont maintenant dans des endroits de l'administration américaine, portés par Donald Trump, portés par l'équipe qui a permis aussi de faire financer la campagne de Donald Trump. Je pense qu'il est important de prendre un petit peu de recul et d'expliquer que tout ça n'est pas anodin. Et quand on regarde, encore une fois, ce qui peut se dire le 15 octobre 2024, est-ce qu'on pourrait avoir Bitcoin qui remplace le dollar comme étant une réserve de currency? Donc on a la réserve de valeur, on a la réserve de currency. Si vous avez regardé ma vidéo il y a peu, si c'est pas le cas, je vous la mettrai à la fin de cette vidéo, je vous invite vraiment à la regarder, sur le fait que, notamment Donald Trump, à travers World Liberty Financial, nous avons un état fédéral qui lance un stablecoin, donc Trump qui lance l'USD1, aussi un stablecoin, nous avons Bank of America qui va lancer un stablecoin, nous avons un écosystème entier qui est en train de passer de la finance traditionnelle à l'utilisation même de la crypto par des utilisations simples. Nous avons Bitcoin à travers les différents ETF, à travers des fonds comme le BitBounce que je viens de vous expliquer, et nous avons une marche qui est en train de se mettre en place. Marche silencieuse, réelle, et je pense que oui, ça arrive petit à petit dans la représentation de l'esprit de tout le monde, et ça se voit ne serait-ce qu'aujourd'hui, alors ça ne veut pas dire que ça va rester en l'état, que Bitcoin est actuellement à 83 000 $, alors que le Nasdaq, en 2 jours, a pris une claque et est passé de 18 000, quasiment 19 000 points à 17 375, soit une chute de quasiment 10% pour la finance traditionnelle. En temps normal, on aurait dû prendre au moins 20%, voire 25%. Là, ce n'est pas le cas. Bitcoin tient. Ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir un rattrapage, je vous l'ai montré tout à l'heure, que ça peut arriver, mais néanmoins, ici, il est important de noter que les nouvelles font que, oui, Bitcoin prend de la place dans les discussions, dans les prises de parole, que ce soit sur des chaînes spécialisées ou des chaînes un petit peu plus grand public, on voit que ça rentre dans l'idéologie. Est-ce que les gens ont envie d'acheter du Bitcoin maintenant ou d'utiliser leurs impôts pour acheter du Bitcoin? Non, bien évidemment que non, et c'est pour ça que ce n'est pas fait, c'est pour ça que ce n'est pas fait de cette façon-là, et c'est logique. Encore une fois, il faut que ça fasse son bout de chemin. Et là, si on regarde concrètement, on n'a jamais eu autant de signaux faibles de la place de Bitcoin, en tout cas plutôt de l'augmentation de la place de Bitcoin par rapport à la finance traditionnelle, par rapport à des institutions qui sont financières, oui, mais des institutions publiques comme l'État fédéral,
comme certains États comme le Wyoming, et même tout simplement les USA. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement pricer, qu'il faut commencer à prendre en considération, et qu'il faut réfléchir sur quelle est la place de Bitcoin, que ce soit dans notre propre portefeuille, dans nos investissements court, moyen et long terme, et que c'est quelque chose qu'il faut impérativement pricer dans les années à venir, parce que ça devient de plus en plus une réalité. Bitcoin a une place de plus en plus forte dans les institutions. Bitcoin commence à avoir un vecteur de valeur. Est-ce que c'est une conservation de valeur identique alors? Pas encore. Par contre, est-ce que je pense que ça l'aura sur les 10 prochaines années? Certainement. Encore une fois, n'oubliez pas, le plus important, c'est de réfléchir à ces choses-là en amont et surtout commencer à les pricer soi-même. Il va falloir être patient, mais c'est le principe justement de l'investissement.